Très bien. Merci Cyril pour cette introduction. Vous allez voir, il y a des concepts qui vont être repris en intégralité. Globalement, on va aller un peu plus dans la technique. On a beaucoup de choses à voir en 20 minutes. Je vais faire une introduction à l'orchestration de conteneurs. Là, je mets vraiment les deux concepts l'un avec l'autre parce que ce n'est pas du tout une dualité. On est vraiment sur les conteneurs. On utilise de l'orchestration pour les orchestrer. Et ça vient avec certaines technologies qu'on va un peu plus voir un peu plus dans les détails. Donc, tout d'abord, avant d'arriver dans la technique, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Guillaume. Que dire sur moi? Donc, je suis administrateur système Linux et formateur sur plusieurs sujets différents. Je viens de Paris à la base, je suis arrivé en 2017 et je suis entré à la co-gérance de la société Neuvit en 2021. Donc voilà, plein de technologies que j'aime. Donc n'hésitez pas, vous avez mon mail, il y a aussi LinkedIn, si vous me retrouvez sur l'événement, si vous avez besoin de... Là. Et après, on pourra parler après la présentation, évidemment. Donc, parlons donc le plan rapidement. Je n'ai pas de slide de plan, ça va être assez rapide. Le plan, c'est en deux parties. La containerisation, évidemment, c'est un peu la suite logique. Première partie, containerisation, pour qui, pourquoi. Donc, j'aime bien quand même parler de ce qui se passe avant. Alors, avant, ça peut sembler péjoratif, mais ce n'est pas vraiment mon état d'esprit. C'est juste que c'est la plupart du temps le choix dans les infrastructures legacy, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas un problème en soi. C'est qu'on a donc des machines virtuelles à gogo, il y en a partout. Elles sont reines dans le sens où, en fait, c'est l'unité de déploiement, c'est la VM. Donc on déploie des VM par-ci par-là. Et on les duplique dès qu'on a besoin, on essaye. Donc souvent, c'est un peu compliqué de les dupliquer. Ça vient avec des problèmes que je pense que vous connaissez tous. Mais globalement, qu'est-ce que c'est en fait une machine virtuelle? C'est simplement, pas l'oublier, une machine physique à la base. Donc là, j'utilise le terme ESX. Bon, là, c'est vraiment VMware, mais je pense que VMware est le king en fait en Calédonie pour la virtualisation, donc très bien. Donc un ESX qui finalement fait quoi? Lui, il amène des ressources, il amène du CPU, de la RAM, du disque et du réseau, et crée sous forme de VM, donc des machines virtuelles, des petites entités qu'on va pouvoir déployer sur un ESX, et on espère qu'il puisse que cette basculer sur un autre ESX. Et c'est comme ça qu'on fait des clusters VMware, en l'occurrence, bon, c'est une implémentation parmi d'autres. Et au sein de cette VM, on va zoomer un peu, on a toutes sortes d'éléments, donc des systèmes, bien sûr, avec forcément un noyau. Donc là, on est sur, là, je parle vraiment de virtualisation bare metal, donc pas de la virtualisation de conteneurs, bien évidemment. Donc je mets un noyau Linux parce que c'est ma crèmerie, mais ça peut être aussi des machines Windows. Et là, le gros intérêt de cette technologie-là, si pour la défendre comme un peu, c'est qu'on peut du coup contenir ce qu'on veut comme système. Là, on peut très bien avoir un pfSense, enfin un firewall, avec le côté un serveur AD sur Windows. Ça marchera très bien. Le problème, c'est que là, on voit qu'on a pas mal d'éléments à gérer. Donc, on a sur chaque système un noyau, un système, donc un ensemble de fichiers. Ce que j'appelle système, c'est un système de fichiers. Globalement, c'est un ensemble d'éléments, de librairies, etc. pour le système. Des utilisateurs, des gestions de sécurité d'utilisateurs, pourquoi pas des mécanismes de sécurité type firewall. Et l'intérêt de la VM, pourquoi elle existe, évidemment, des applications. Voilà, interface UI, API, backend, DB, alors ça dépend de l'application évidemment, mais en tout cas des applications qu'on va déployer dessus pour un besoin en général métier. Le problème de cette façon de fonctionner, donc on en a plein de problèmes, c'est sur 2 slides. Vous les connaissez tous en général, c'est pour ça que vous êtes là la plupart du temps, ou vous avez connu ça et vous êtes très heureux maintenant, je l'espère pour vous. On a la gestion de toutes ces couches systèmes et applications indépendamment, donc ça nous demande de gérer pas mal de choses. Donc on va en général avoir même plusieurs métiers différents, qui se mélangent assez peu. Je pense que tout le monde ici a connu la fracture développeur-administrateur. Elle est bien présente dans ce système-là, en tout cas de déploiement par VM. Donc on a besoin de gérer la maintenance des systèmes, la gestion des librairies applicatives requises pour nos applications, on va en reparler bien sûr. Et dès qu'on veut gérer de la haute disponibilité, ce qui est un peu le Graal en tant qu'administrateur système, ça devient un peu complexe puisqu'on a à gérer d'autres applications qui vont venir soutenir les applications qui, à la base, sont la plus-value de l'entreprise en question. On a aussi nécessité de gérer plusieurs environnements, donc pour maîtriser la montée de version, ça c'est un grand classique aussi. On a donc des applications qui vont avoir un rythme de vie, elles sont jamais statiques, elles sont toujours soit en développement, soit on peut y avoir du debug, du bug fix dessus, donc on va avoir besoin la plupart du temps de plusieurs environnements. Dans le monde idéal, ça ne serait pas le cas, et c'est souvent le cas malheureusement. Donc développement, homologation, production, qualification, je sais que tout le monde a des noms un peu différents ici, choisissez les vôtres. Donc vous allez du coup l'automatisation, ça marche déjà bien, oui c'est vrai,
mais ça rajoute son lot en fait, en nouvelles compétences, de besoins de formation en interne. Et à défaut d'automatisation, ou même, ça peut être aussi le cas avec l'automatisation, on a le maintien laborieux de large DAT, et je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux au niveau de la formation, au niveau de la formation, c'est l'état des lieux de ce vers quoi on essaye ce qu'on essaye un peu de fuir avec les technologies que je vous présente aujourd'hui. Donc on va parler des voies d'amélioration, c'est ça qui vous intéresse. Et évidemment, on va commencer par prendre le plus évident, l'application. C'est ça qui va nous intéresser en premier lieu. L'application, pourquoi agile, la plupart du temps. Alors moi, je suis administrateur système, hein, c'est vraiment les développeurs qui vont insuffler en fait, ce besoin d'automatisation, ce besoin en priorité, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu. C'est ceux qui vont permettre d'avoir des technologies qui évoluent assez vite. Je ne dis pas ça parce que le Linux, il a 30 ans, mais plus de 30 ans, mais bon, c'est un peu ça quand même, quoi, globalement. Donc, revenons à qu'est-ce qu'une application, globalement. Bon, vous avez tous soupiré, on n'a pas besoin de savoir ça, on sait. C'est bien quand même de faire le rappel de qu'est-ce que c'est une application, parce que ça peut être large. Jusqu'ici, jusqu'à la fin, je vais reparler tout le temps du terme application. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Moi, ce que je vois une application, c'est comment je vois une application, c'est un ensemble un code compilé ou interprété qui permet de remplir un besoin. Et ce besoin-là, il est soit directement en contact avec l'utilisateur, donc on va parler de front-end, pourquoi pas, soit va être côté données. En général, une application elle est là pour fournir des données à un utilisateur. Si elle ne fournit pas des données à un utilisateur, on appelle ça plutôt un service, dans le jargon administrateur système. Enfin, un service réseau, c'est quelque chose qui va communiquer entre d'autres services, alors qu'une application, c'est fait typiquement pour des utilisateurs. Donc, qui dit application, dit interface. Donc, des données vers l'utilisateur, et on a la plupart du temps également, moi, ce que j'appelle back-end, certains vont appeler middleware, donc un ensemble au milieu qui va rendre ça possible. Si c'était aussi simple que je prends les données dans la base et je les donne à l'utilisateur, ça serait un monde parfait. La plupart du temps, on a besoin d'une API, tout simplement. C'est le cas, tout le monde connaît, je pense ici, le concept d'API. Donc là, c'est ce que, en l'occurrence, je vais appeler back-end, et je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, certes. Donc à chacun de ces éléments-là, sur chacun de ces éléments-là, chacun de ces rôles, on va donc avoir du code qui va être sous différentes formes. Donc la plupart du temps compilé, mais il peut être aussi interprété, pour tout ce qui est Perl, plutôt Python, Ruby et autres, ou JavaScript, tout simplement. Ou de code compilé, donc JavaScript aussi, pourquoi pas, et du C, etc. Donc ce code-là, dans la plupart des cas, il a besoin de librairies. Donc c'est pas juste un code qu'on va pouvoir créer et déployer facilement. On a besoin de librairies connexes, alternatives, enfin des librairies qui vont nous permettre d'offrir en fait des fonctionnalités qui sont nécessaires à l'application. Bon, contre-exemple avec Golang, qui n'a pas besoin de ça, mais c'est plutôt l'exception plutôt que la règle. Et comme c'est le cas depuis le début, le besoin ne change pas. Les besoins d'une application, c'est quoi? C'est du processeur, de la mémoire vive, du disque et du réseau. Donc là, on se retrouve avec les mêmes bases que tout à l'heure. Donc, comment on fait pour améliorer nos applications globalement? Donc, on a plusieurs choses qui nous intéressent. Donc, pouvoir compiler et tester plus rapidement. Ça, c'est un besoin plutôt développement. Pouvoir gagner en maîtrise sur les dépendances de l'application. Pouvoir mettre à jour facilement et maintenir nos applications dans le temps. Et déployer l'application dans un environnement fiable. Donc, comment on arrive à tout ça? Plusieurs éléments qu'on peut summariser assez facilement. Donc l'automatisation pour compiler et tester plus rapidement. Donc sous le biais de CI/CD, par exemple. La containerisation pour maîtriser les dépendances de l'application, on y reviendra juste après, bien entendu. Un mélange des deux pour la maintenance et les mises à jour des applications. À partir du moment où on a containerisé, on peut automatiser la maintenance de ces conteneurs. Et également déployer l'application dans un environnement fiable. Alors là, je vais parler d'Infra as a Code, IaaC, ou qui est un mélange qui encore une fois peut être aussi à base de containerisation, mais qui n'est pas obligé. Au moins, au minimum, c'est l'automatisation poussée à l'extrême. On va transformer une infrastructure en code. Tous ces éléments-là, finalement, ils se recoupent assez. Ils sont vraiment main dans la main en quelque sorte. Ils vont nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est un peu sous ces pratiques-là que se cache derrière le terme DevOps que se cachent ces pratiques-là. Donc DevOps, c'est un mot un peu surutilisé depuis 5 ans. Chacun aura sa petite définition. En fait, c'est un ensemble de pratiques, donc il n'y a pas de vérité absolue par rapport à ce qu'est le DevOps. Donc je n'irai pas plus dans le détail de ce qu'est ma version du DevOps, c'est pas ça le plus important.
Donc on a vu un des éléments les plus importants, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la conteneurisation. Donc qu'est-ce qu'un conteneur? Je vais rentrer un peu plus dans les détails cette fois-ci. Un conteneur, en fait, c'est qui dit conteneur dit image. Voilà, il faut bien, c'est vraiment deux termes toujours importants, image et conteneur. Avant d'arriver à un conteneur, on a forcément une image. Alors une image, qu'est-ce que c'est? Une image, c'est simplement une archive d'un système de fichiers, pour le dire simple, très simple. Prenez un système de fichiers, c'est un ensemble de fichiers, on indique, vous en faites une archive, alors pas un zip, mais pas loin. Vous le compressez, vous avez une image. Vous rajoutez des métadonnées, évidemment, pour que ça ait un sens, pour les systèmes qui vont les gérer, et c'est simplement ça. C'est tout. Ça, c'est une image. Donc, elle contient le système de fichiers, ce qui veut dire donc, le système d'un système, par exemple, Linux. Ouais. Bon, là, c'est abusé. Un système GNU, par exemple, plutôt les librairies, et pas le noyau, en l'occurrence. Donc, je n'ai pas le droit de dire que c'est un système Linux, c'est plutôt un système GNU. Et souvent, une application et ses librairies, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir des applications qui sont portables. Donc, dans l'image, on va souvent avoir envie de mettre une application, ce qui est tout l'intérêt de cette technologie-là. Donc, une fois qu'on a notre archive, on va la déployer. Alors, la déployer, c'est la transformer en conteneur, en fait. Un conteneur, c'est simplement une instance en fonctionnement d'une image. On prend une image, on la dézippe, on lui donne à manger, encore une fois, du processeur, de la mémoire, du disque, enfin tout ce qu'on a besoin comme ressources. Alors le disque et le réseau, c'est optionnel, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on veut. Et on a un conteneur, tout simplement. Un conteneur, c'est un runtime d'une image. Donc après, pendant les formations, on prend le temps d'aborder un peu plus ce sujet en détail, de rentrer un peu plus là, c'est vraiment très rapide. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu pour ceux qui ne connaissaient pas. D'ailleurs, à main levée, qui a déjà démarré un conteneur, au moins une fois? Ok, donc peut-être passer un peu plus vite sur cette partie. Très bien. Bon, après, c'est pas parce que vous avez démarré que vous savez exactement comment ça fonctionne derrière. Bon, je pense que vous savez tous que la différence entre un conteneur et une VM, c'est globalement le noyau n'est pas présent dans le conteneur, il est à l'extérieur. Ce qui permet de le démarrer très rapidement et en fait, de s'abstenir d'avoir toute cette partie lourde du conteneur. Donc l'intérêt d'un conteneur, c'est aussi évidemment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est portable, très facilement portable. C'est un ensemble simplement de librairies d'applications, très bien. Donc c'est une petite boîte en fait qu'on va pouvoir créer et déployer facilement. Et du coup, alors avant de parler de comment ça se crée, voilà, l'outil de gestion de conteneur le plus connu est de loin Docker, il en existe d'autres. On ne va pas forcément parler, on n'aura pas trop le temps pour ça. Alors comment ça se construit? Est-ce que ça se construit facilement? Parce que vous pouvez très bien déployer des conteneurs Docker sans avoir à en créer. En fait, ça se construit assez facilement avec un langage, ou un ensemble une syntaxe en fait, qui s'appelle Dockerfile. Donc Dockerfile, c'est un type de fichier dans lequel comme un script en quelque sorte, où on donne un ensemble de directives qui vont fonctionner pour créer une image. Donc la plupart du temps, c'est l'œuf et la poule, il faut bien partir de quelque chose. On peut créer une image de rien, en prenant un système et en le zippant, mais la plupart du temps, en fait, on ne s'embête pas, on part d'une image de base. Donc pour créer une image, on prend une image déjà existante, et on va ajouter des choses dedans. Typiquement, une image de base, ça peut être une Debian, ou n'importe quel système Linux, GNU Linux, qui est déployé sous... Donc il y en a déjà énormément, enfin il y a un énorme nombre d'images disponibles sur Internet. Donc à peu près tout ce que vous cherchez est déjà disponible en fait. Donc on prend une image de base, on va y rajouter nos librairies, nos dépendances, nos outils qui nous intéressent, et à la fin l'application finale qui permettra de répondre à notre besoin métier. À noter que la bonne de faire en sorte que cette couche-là soit la plus basse possible, la plus petite possible. On ne veut pas se retrouver en production, tant qu'à faire, on n'a pas envie de se retrouver avec des images qui ont qui ont un Vim dedans, TCP-dump, c'est des outils qui sont très pratiques pour du debug, mais pas forcément pour du runtime. Le principe d'une image, c'est qu'elle soit potentiellement la plus petite possible. Très bien. Hop. Oui, non, dernière chose, une image se stocke sur un dépôt, donc centralisé, tant qu'à faire. On a plusieurs types de dépôts. On a le dépôt par défaut qui s'appelle le Docker Hub, qui est le dépôt par défaut utilisé par Docker. Un dépôt, c'est quoi? C'est simplement un grand registre dans lequel on va pouvoir uploader des images pour pouvoir les réutiliser sur une autre architecture, une autre infrastructure. Donc évidemment, vous pouvez, autant que vous êtes, avoir votre propre dépôt pour avoir la souveraineté sur vos images, parce que c'est votre code qui se retrouve dedans. Potentiellement, vous n'avez pas envie de le mettre de façon publique sur Internet. Donc ça peut être un hub standard, comme le Docker Hub. Si vous voulez qu'elle soit privée, je crois qu'il faut mettre la main à la pour la mettre en mode privé.
vous pourrez très bien héberger votre propre registry, c'est très simple, surtout quand on a l'orchestrateur dont on parlera juste après. Alors, limite de conteneur, il va se tirer une balle dans le pied en parlant des limites de conteneur. De conteneurs, c'est intéressant quand même je ne veux pas vous mentir, les conteneurs, le conteneur en lui-même, il va à la même limite qu'ont les VM en fait. Donc la haute disponibilité à intégrer dans notre application, la gestion du réseau à faire, au niveau de la VM, c'est pareil en fait. La gestion du stockage de données, des sauvegardes, en fait, c'est pas magique. Les conteneurs, c'est juste prendre une application et la rendre portable. Donc l'analyse de journaux, etc., supervision intégrée, on connaît en tant qu'administrateur système. La technologie du conteneur de base, le Docker, ne va pas vous permettre d'oublier tout ça comme si ça n'existait plus. Non, c'est encore des besoins qui sont là. Par contre, on reste quand même dans les avantages de tout ce que j'ai exprimé jusqu'ici. C'est qu'on a les images, elles sont portables facilement, et ça, c'est un gain énorme dans la vie des développeurs et des administrateurs. Donc en plus des conteneurs s'ajoutent, à plus des limites que les applications avaient déjà, s'ajoutent également, alors c'est pas vraiment des limites, mais forcément des nouvelles compétences à avoir, et ça je pense que vous savez tous de quoi je parle. Forcément, quand on s'intéresse à la technologie Docker, on sait que s'il faut l'appliquer à une équipe entière, il va falloir que chaque personne dans une équipe mette la main à la pâte et comprenne, sinon elle va être totalement exclue de la technologie, et c'est ça qui est un petit challenge en fait de nos jours. Donc on a la gestion du runtime, donc le fait de faire tourner les conteneurs, la gestion de la construction des images dont je parlais juste avant, et tout l'écosystème d'automatisation, parce qu'un conteneur en lui-même, c'est comme un bébé, c'est beau, mais vous le posez là, il n'y a pas à grandir tout seul, il faut s'en occuper, c'est pareil. Donc on a tout cet écosystème à gérer, donc voilà. Donc c'est là qu'arrive l'orchestration. L'orchestration va nous permettre d'aller passer outre ces limites de conteneurs. On va être le papa en fait de nos conteneurs concrets, résoudre nos problèmes, ceux en tout cas dont je parle. Donc next step, orchestration. Orchestrer des conteneurs permet donc de répondre aux problématiques de management et scaling des applications. Tout ce dont je parlais, en proposant un fonctionnement centralisé. Donc là, je ne vais pas parler de Kubernetes, là c'est vraiment l'orchestration. Globalement, les orchestrations servent. Fonctionnement centralisé. Des SPOF. Speaking point of failure, on veut éviter qu'il y en ait. Donc on va avoir des sur la machine, ça permet de ne pas avoir je pense que vous parlez. Ensemble de machines, du coup, fournissant des ressources. Actuellement, dans notre présentation, là, on doit quand même gérer les machines. Il va falloir faire en sorte qu'elles puissent communiquer proprement, avoir l'automatisation, faire ce boulot-là. L'orchestration, en fait, il va éviter d'avoir à passer par une couche d'automatisation, typique Ansible ou autre, et va permettre d'automatiser la gestion des machines qui sont derrière. Potentiellement, c'est faisable. Mais dans la plupart du temps, on va aussi vouloir avoir de l'automatisation en plus de l'orchestration. Un des gros intérêts, c'est de pouvoir autoriser le scaling des applications. Donc, scale out plutôt que scale in. Donc, scale out, rajouter des applications au besoin. Ça veut dire, si je prends l'exemple de Pokémon Go, pourquoi Pokémon Go a fonctionné et très fort en 2016. Enfin, c'est pas la raison pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça a tenu, déjà, par rapport énorme utilisé. C'était le premier POC, en fait, le premier POC réussi, genre massif, grâce à justement notamment une de ces fonctionnalités-là. Scale out qui permet de créer des applications à la volée, de les dupliquer en quelque sorte en parallèle pour faire en sorte que la charge soit absorbée. En fait, on voit le nombre de requêtes, on voit le CPU augmenter des machines, donc on augmente en fait potentiellement des machines, on les spawn au besoin. Si on a la puissance hardware bien sûr derrière, ça ne permet pas de s'en passer bien sûr. Et une fois qu'on a un certain nombre d'applications qui sont parallélisées, qui sont déployées en parallèle, on peut faire du rolling update, et ça c'est aussi très bien du coup pour les développeurs, ils savent, c'est un peu le Graal. Ça nous permet donc de mettre à jour très facilement, alors soit redémarrer ou alors juste vraiment mettre à jour, donc ce qui est vraiment pas mal comme fonctionnalité, mettre à jour des conteneurs sans arrêt de service. Donc on va avoir un ensemble de conteneurs qui va tourner en parallèle, qui vont faire partie d'une version A, et notre version B va être release par les développeurs, et on va au fur et à mesure remplacer les différents conteneurs qui tournent par les nouveaux, et tout ça de façon transparente, merci. Enfin, surcouche réseau, un envolé réseau qui permet la communication entre les conteneurs et les machines. Ça, c'est vraiment les fonctionnalités de base. Et pour parler un peu plus de Kubernetes, donc il a déjà parlé un peu plus
plus en détail tout à l'heure, donc il n'y a pas forcément besoin de trop de revenir dessus. Ce que je vais dire, c'est plutôt techniquement, parce que c'est ça qui peut-être qui vous intéresse. Rappelez que donc, dans Kubernetes, tout est objet. Un peu comme en Python, comme en JavaScript ou autre, vraiment tout est objet. Et pour le même type de choses, vraiment tout est objet dedans. Et c'est des objets stockés dans une base de données, Kubernetes. On stocke des objets dans une base de données, et ces objets-là vont permettre de représenter ce qu'on veut de notre infrastructure. Un peu comme le principe d'une infrastructure as a code, sauf que là, c'est as object. Bah, l'intérêt, bonne nouvelle, les objets, on peut les exporter en code. Et que tout commence à faire du sens, ou pas, j'espère. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. Et donc, ces objets-là dans la base de données nous permettent de représenter ce qu'on veut d'une infrastructure. On peut alors ajouter un type de fonctionnalité dessus, dans notre cluster Kubernetes, et notamment des rôles, des accès réseau. On peut vraiment faire à peu près tout. De toute façon, tous les... Quelqu'un les a déjà eu avant, donc c'est que ça se fait. Voilà, histoire de répondre rapidement à ces questions. Après, on pourra en reparler si vous avez des questions un peu plus précises techniquement. Un petit cas d'usage, hébergement d'une application de service web. Donc pour l'exemple, je vais vous montrer rapidement comment on pourrait imaginer le déploiement d'une application type API dans un cluster. Donc j'aimerais bien faire une petite démo, mais on n'aura pas forcément le temps pour ça, ça va juste être un petit schéma. Et pour ça, ça sera une application type API dans un cluster avec 3 machines. Pourquoi 3 machines? Et donc comme je vous disais que tout était objet, là on revient sur le concept d'objet. Dans un cluster Kubernetes, il y a un certain nombre d'objets qui sont disponibles, c'est des types. Et on va seulement voir 5 types d'objets, ça sera déjà suffisant pour déployer l'application. Donc c'est pas... c'est vous montrer que c'est pas si compliqué. Vous allez voir qu'en fait, au bout de quelques objets, on a compris à peu près comment ça fonctionne. Donc on a des pods, des deployments, des services, des ingress et des persystem volume. Si vous traduisez les noms, déjà, vous avez peut-être une petite correspond tel et tel élément. Alors, on va commencer par, dans notre cluster, créer des nodes. Alors, j'en ai 3. Certains pourraient me poser la question pourquoi 3? C'est pour respecter le quorum. En fait, c'est exactement comme qui ne sont pas entièrement liés à l'informatique. Un quorum, c'est avoir un nombre impair de personnes. D'accord? Et que le réseau ici, et ben, mes 2 machines qui sont là, elles sont capables de communiquer encore entre elles, et que du coup, cette machine-là ne considérera comme elle est isolée des autres, elle va s'arrêter de fonctionner en quelque sorte, elle va arrêter de fournir le service. Donc il me faut 3 machines. Bon, je les ai mis sur Linux par habitude, mais sur Windows, même si j'ai envie de dire qualité, mais bon, pourquoi pas. Donc je vais pouvoir et quoi que ce soit évidemment. Pour ça, qu'est-ce que c'est? Assez simple, dit comme ça. C'est une grosse boîte avec le control plane. Le control plane, c'est un ensemble de conteneurs Docker. C'est le cerveau en fait du cluster. Le control plane, ça va être un ensemble de plusieurs processus, sans trop rentrer dans les détails. On a aussi également des petites bottes qui sont rajoutées ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les kubelets. Et c'est le lien entre le cluster qui est virtuel et les machines qui sont physiques. Tout simplement, les processus sur les machines qui permettent de gérer le cluster, tout simplement. Enfin, gérer l'appartenance de la machine au cluster. De faire le lien, en fait, en quelque sorte. Parce que vous imaginez bien que les conteneurs qu'on va déployer dedans, mais il faut bien qu'elles tournent, il faut bien qu'elles aient accès à du CPU, de la RAM, et ben, le CPU et la RAM, il est sur ces machines-là. Donc il faut qu'il y ait un lien entre le cluster et ces machines-là, et ben, c'est simplement ce processus-là, il n'y a rien d'autre. Voilà, il y a juste le lien qui est là. Donc le cerveau, les différents bras qui sont en bas, et on va rajouter des petits éléments. Alors à partir de là, les éléments qui sont en gras, c'est des objets. Et vous me dire, oui, mais Node, il est en gras aussi. Oui, mais Node, c'est un objet aussi. J'en ai pas parlé, je vous ai menti. Voilà. Donc Node, c'est un objet. Il nous faut bien des objets dans le cluster pour référencer les différentes machines qui sont actuellement installées physiquement dans les locaux, dans l'infrastructure en question. Premier objet, deployment. Premier autre objet, deployment. Lui, son rôle, ça va être de créer des conteneurs. Mais en fait, dans Kubernetes, on ne crée pas des conteneurs, on crée des pods. Mais non, pour garder ça simple, vous pouvez vous dire que conteneur égale pod, si vous voulez. Il n'y a aucun problème à ça. En fait, un pod, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un conteneur de conteneurs. On peut mettre plusieurs conteneurs dans un pod, parce que ça peut être pratique. Mais globalement, la bonne pratique, c'est plutôt d'avoir un seul conteneur par pod. Donc un déploiement, il crée des pods. Il en crée en parallèle, il peut en créer, c'est nous qui choisissons, évidemment, on est toujours maître de faire ce qu'on veut, mais il va en créer 2, 3, 4, 5, 1. C'est nous qui choisissons. Un pod qui, du coup, contient au moins un conteneur, et le conteneur, je vous rappelle que c'est l'image, c'est l'instance de l'image dont on parlait tout à l'heure. Donc le code que vous allez développer en tant que développeur, il sera vraiment là-dedans. Évidemment, il se retrouve sur une machine ou une autre, on ne sait pas exactement laquelle. À première vue, c'est pas à nous de s'intéresser à la base, c'est pas forcément au développeur de s'intéresser sur quelle machine tournera le pod.
L'intérêt d'un orchestrateur, c'est que tu lui donnes un conteneur, il le mange, il le met quelque part, et c'est pas forcément, en tout cas, c'est pas de façon primaire l'intérêt qu'on n'a pas forcément d'intérêt à savoir sur quelle machine il est déployé. On peut évidemment choisir de dire je veux que ça se tourne sur cette machine parce que cette machine a une GPU spéciale, par exemple, mais on peut décider de ne pas le faire. Voilà, donc l'application, elle est au sein. Une question que vous pourriez avoir, c'est oui, mais du coup, notre pod, imaginons que le pod 2 il est sur le node 2, le pod 1 il est sur le node 1. Si je pars ma machine 2, qu'est-ce qu'il advient de mon pod 2? L'intérêt, c'est qu'il se retrouve sur le node 3. C'est ça l'orchestrateur en fait. Tiens, je déplace mes différents petits cubes, je les mets sur les différentes machines si elles fonctionnent bien. Par contre, si je fais ça et qu'il y a du stockage sur mes applications, on n'a pas trop encore parlé de ça, mais là, du coup, ça ne marchera plus. Et c'est ça le problème qu'on a notamment avec Docker. Docker, par défaut, il n'y a pas de gestion de stockage. Vous avez un Docker qui tourne sur une machine, votre machine tombe, vous avez perdu votre application, quoi. Avec l'orchestrateur, l'application qui était sur la machine qui vient de cracher se retrouvera sur le node numéro 3 ou le 1 par exemple, ça dépend de la charge qu'il va y avoir dessus. Mais pour ça, on a besoin, s'il y a du stockage au sein de l'application, d'avoir un stockage haute disponibilité. Alors ça peut être de façon très simple un serveur NFS ou une technologie type Ceph, que nous on aime beaucoup à Novit, mais bon, il y en a plein, ou même des VMDK si vous faites du VMware, pourquoi pas. Et donc on va introduire un nouvel objet qui sera un persystem volume, qui est la représentation en fait de l'espace de stockage qui est derrière, donc un nouvel objet. Et nos pods vont pouvoir accéder, par exemple, à un seul objet, pourquoi pas, c'est totalement faisable, notamment dans le cas de NFS ou de CFFS, qui nous permet d'avoir un stockage qui est partagé entre les différentes applications, le même stockage qui sera partagé entre les différentes applications. On va voir le reste, voilà, comme notre bébé tout à l'heure, on va vouloir le montrer. Et donc pour ça, on va devoir rendre. Pour ça, il y a un nouvel objet qui s'appelle donc service. Un service, c'est tout simplement une couche d'abstraction stable devant des pods. Donc un service se bloque sur des pods, et c'est tout simplement un ensemble de règles NAT qui nous permettent de faire du load balancing automatiquement sur nos différentes applications. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que des applications peuvent accéder à ces applications-là de façon totalement distribuée, avec un load balancing propre. Et tout ça, c'est totalement automatique. J'ai rien besoin de faire. Avec Kubernetes, on crée un service, c'est automatiquement load balancé. Ingress. Alors, je peux faire sans. Là, je vous montre certains objets, mais je peux faire sans. Je peux faire sans ingress. Tout est faisable à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne. On peut avoir des services qui soient ouverts sur l'extérieur, c'est faisable. Mais c'est souvent pas très élégant. Là, c'est vraiment la chose la plus élégante, c'est rajouter un autre objet qui s'appellera ingress, qui lui sera Apache, Nginx, HAProxy ou autre. C'est vraiment l'intérêt d'une configuration reverse proxy. On a toujours à peu près la de configuration. Toutes nos applications, c'est application web 1, du coup, tu seras accessible sur tel nom de domaine. Et l'objet ingress nous sert à ça. Ça sert à proxifier en fait une application. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on a plus ou moins terminé. On n'a plus qu'à donner l'accès à l'utilisateur qui aura accès donc à l'application finale. Lui, il ne se rendra pas compte qu'il y a tout ça derrière, mais ça fonctionnera très bien. On peut aussi évidemment mettre devant du firewall en plus supplémentaire. Ce n'est pas obligé. Tous ces éléments-là, on peut les mettre aussi également dans un cluster. Et on peut, au sein d'une infra, vraiment normal dans leur compréhension de tout ce qu'on peut mettre dans un cluster, quoi. Et surtout les sysadmins en fait. En tant qu'administrateur système, nous on pense que ça c'est pour les développeurs, on va en tant que développeur mettez tout ça dedans. En fait non, l'admin sys il peut gagner énormément, et je sais de quoi je parle du coup. Comment ça fonctionne et déployer ses propres outils dedans. Et je ne parle pas que d'applications web. Déployer des choses très rapidement sur les machines grâce à des pods. En fait on peut. J'espère que je vous ai convaincu. N'hésitez pas. Merci. J'ai tapé tout le monde avec une batte derrière la tête, je pense, avec un truc qui a des explications un peu. Non, c'est bon? Personne n'ose, c'est mignon.